Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers téléspectateurs de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, nous accueillons Kautar Choukour, avocate au barreau de Strasbourg. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci de m'accueillir. Kautar est spécialisée dans le droit pénal, dans le droit de la famille et les droits du travail. C'est ça. Et donc, ça fait la 4e année que vous exercez votre profession à Strasbourg. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous êtes une Strasbourgeoise ou pas. Non, Mosellane. Mosellane, d'accord. Maintenant, on est dans la même région, quoi. Voilà. C'est le Grand Est. C'est un choix de cœur. C'est un choix de cœur, c'est très bien. Et à Strasbourg, il y a environ 1100 avocats. Et nous sommes un barreau, on va dire, le 5e barreau le plus important de France. Nous, on est un des plus gros barreaux de France. Ça ne cesse de croître et du coup, le barreau de Strasbourg est très bien positionné. Et pourquoi ? Pourquoi on cesse de croître? C'est qu'il y a de plus en plus de conflits juridiques et donc on a besoin de plus en plus d'avocats, ou sinon c'est en raison de la grandeur de la ville? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plus d'arrivées que de départs, donc forcément on a de plus en plus d'avocats, mais la particularité de Strasbourg, c'est qu'elle accueille l'ERAJ, qui est l'école régionale des avocats du Grand Est. Donc, ce qui signifie que lorsque on passe l'examen pour devenir avocat, dans tout l'Est de la France, c'est-à-dire Mulhouse, Strasbourg, Metz, Nancy, Dijon, dans toute cette partie de l'Est de la France, pour pouvoir devenir avocat, il faut passer par Strasbourg. Et quand on passe 1 an et demi à Strasbourg, on a envie d'y rester. Et après, on s'installe et on ouvre un cabinet, on s'associe avec d'autres personnes. Voilà. Juste une question, est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme influence dans le nombre d'avocats? C'est-à-dire que le fait que la plaidoirie se fasse à Strasbourg pour la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'il y a forcément des avocats qui sont spécialistes sur ces questions des droits de l'homme? On va en discuter après, mais est-ce que le fait de la présence de la Cour fait qu'il y a un nombre plus important d'avocats à Strasbourg? Tout à fait. Alors, le fait que la Cour européenne des droits de l'homme se trouve à Strasbourg fait qu'on a forcément plus d'avocats spécialistes dans les droits de l'homme à Strasbourg que dans un autre barreau. C'est plus simple quand on a une affaire devant la CEDH de faire appel à un avocat strasbourgeois plutôt, voilà, exactement, qui a l'habitude donc de se rendre à la Cour et qui est spécialisé dans ce type d'affaires. Donc oui, à Strasbourg, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Alors, vous avez participé à un concours international, c'est la raison de notre invitation de ce soir, en octobre 2016, un concours international de plaidoirie sur les droits de l'homme, qui a eu lieu à Jérusalem. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez participé à un concours international de plaidoirie sur les droits de l'homme à Jérusalem? Alors effectivement, comme vous l'avez dit à juste titre, c'était un concours international de plaidoirie. Donc les avocats des différents pays francophones et arabophones ont reçu cet appel à candidature, et il fallait évoquer un cas de violation des droits de l'homme datant de moins de 3 ans. Alors, quand j'ai reçu cet appel à candidature, on était période juin-juillet, et donc il y avait en France... L'affaire du Burkini. Tout à fait. L'affaire du Burkini qui avait éclaté, avec on entendait parler partout dans les médias, et c'est une affaire que je trouve à proprement parler scandaleuse, et qui a fait que j'ai fait le choix de ce sujet pour participer à ce concours. Donc j'ai présenté une plaidoirie en faveur du port du Burkini. Lors de ce concours international? Tout à fait, c'est ça. Et votre plaidoirie a été retenue et vous avez été finaliste? C'est ça. Donc je me suis rendue à Jérusalem avec une délégation de 25 personnes. Alors j'avais le droit à un accompagnant. J'ai fait le choix de prendre ma mère, de l'emmener avec moi à Jérusalem. C'est la première fois? C'est la première fois, exactement. C'est une belle ville. Moi j'y suis allé en 2016, en juin 2016, mais c'est une très 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 belle ville. Ah non, c'est tout simplement exceptionnel, et puis c'est dommage pour ceux qui n'y vont pas ou qui n'iront jamais. Je pense que voilà, c'est une ville à découvrir, très riche du point de vue historique et culturel, et donc on était une délégation de 25 personnes, donc très bien encadrée, et donc j'ai présenté ma plaidoirie sur le port du Burkini. Donc parmi les jurys, le jury, on avait
on avait un député, on avait Monsieur Alain Touré, on avait l'ambassadrice des droits de l'homme, on avait le bâtonnier de Caen, on avait des avocats de Caen, on avait le professeur Serge Sur qui lui avait la particularité d'avoir écrit un article dans le journal Le Monde dans lequel il a exprimé sa profonde aversion pour le burkini. Donc il était totalement contre, mais après avoir plaidé, il est venu me voir en me disant que voilà, il trouvait ma plaidoirie très pertinente, donc j'espère l'avoir fait changer d'avis. Inch'Allah. Juste une autre question. Le fait que vous êtes aujourd'hui, que vous êtes déplacé en Israël, à Jérusalem, et que vous participez à un concours international sur les droits de l'homme, et que, in fine, on est quand même dans un état, c'est-à-dire que vous allez pour le burkini, pour le dénoncer en disant qu'il y a une injustice, et que les femmes musulmanes sont victimes d'une injustice, d'une discrimination. Mais dans le pays qui vous accueille, in fine, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Je veux dire, c'est un pays aujourd'hui où toutes les résolutions qui sont votées au niveau de l'ONU, même si elles ne sont pas appliquées, je veux dire, et même dernièrement encore le photographe Yasser Murtaja qui a été tué suite à la marche pour le droit de retour à Gaza. Je veux dire, c'est comme un pays qui respecte rien du tout et qui écrase le droit des Palestiniens. Alors, ce qui se passe, c'est effectivement, il faut aller sur place pour le comprendre. C'est très, très particulier. On sent qu'on est en guerre là-bas. Il faut le dire, hein, donc voilà, c'est tendu, on sent de la tension. Après, effectivement, il y a des résolutions qui ont été votées et qui ne sont pas appliquées malheureusement, notamment celle du droit au retour, d'où cette marche pour le droit au retour à Gaza. Mais en même temps, j'ai envie de dire, personne ne réagit au niveau de la communauté internationale. Donc, moi, je ne fais pas de politique. Je vois qu'il y a des textes juridiques qui sont votés, qui ne sont pas appliqués. Et je vois qu'il y a encore là aussi un cas de violation des droits de l'homme, puisque le droit au retour en fait partie. Et j'ai d'ailleurs, lorsque j'étais à Jérusalem, rencontré une avocate palestinienne qui vivait à Jérusalem, dont le mari vivait à l'extérieur. Elle avait 2 enfants avec lui et ils ne pouvaient pas vivre ensemble parce que lui n'avait pas le droit de venir s'installer à Jérusalem et la seule possibilité qu'elle avait, c'était de quitter Jérusalem. Et si elle quitte Jérusalem, elle n'a pas le droit d'y retourner. Voilà. Donc c'est très particulier, c'est encore un cas de violation des droits de l'homme, mais je pense que voilà, il faut absolument les dénoncer, c'est la meilleure manière de faire avancer les choses. C'est vrai que quand on vit en France, pays des droits de l'homme, pays où les institutions, notamment à Strasbourg, les institutions européennes sont présentes, Parlement européen, le Conseil de l'Europe, et on a quand même ce sentiment, en tout cas moi je l'ai à titre personnel, c'est que on regarde, peut-être même si on était beaucoup plus jeune quand il y avait la guerre Iran-Irak, la première guerre du Golfe, mais aujourd'hui on regarde, on a l'Irak qui est détruit, avec le printemps arabe, la Syrie aussi qui est également détruite, un conflit qui dure depuis 60 ans, et on se dit, mais in fine, le Moyen-Orient et le monde musulman, je veux dire, il est pillé, quoi. Et ça ne donne pas d'espérance et ni d'espoir quand on est un jeune musulman vivant en Europe. On a le sentiment que là-bas, quelque part, les lignes ne vont pas bouger. Je suis entièrement d'accord avec vous et je trouve que c'est même pire. C'est pas qu'elles vont pas bouger, c'est qu'elles risquent de s'empirer. Pourquoi ? Parce que la position de la France à la matière, c'est de dire, voilà, il faut la solution à 2 États. Quand on va à la rencontre des Palestiniens qui sont sur place, ils n'attendent même plus la solution à 2 États. Voilà. Ils veulent juste qu'on reconnaisse leurs droits, qu'on les laisse circuler librement. Et voilà, ils laissent tomber la solution à 2 États parce qu'ils savent que finalement, ça n'aboutira pas. Alors, on va passer à un autre sujet. Vous êtes membre de l'association Déclic. C'est ça. Et Déclic organise un concours d'éloquence. C'est ça. Alors, ce qu'on a décidé de faire... On va juste mettre l'affiche sur l'écran. On va demander à la régie de s'en occuper. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on a décidé de faire, et j'avoue, c'est le concours de plaidoirie à Jérusalem qui m'a fortement inspirée, c'est d'organiser un concours d'éloquence. Alors, je dirais pas quand même un concours de plaidoirie, mais ça se passe donc niveau collège. Donc, c'est les collégiens des différents collèges de Strasbourg qui ont participé, qui se sont inscrits.
pour montrer leur talent oratoire. Alors, il y a eu des phases de sélection qui se sont déroulées à l'ERAGE, qui est l'école régionale des avocats du Grand Est. Ça leur a permis aussi de découvrir cette école. Vous savez, quand on est dans les collèges et puis qu'on est dans certains quartiers de Strasbourg, Haute-Pierre, Cronenbourg, on connaît pas l'ERAGE et pourtant c'est à Strasbourg. Et c'est la seule école de l'Est de la France. Donc, avec l'appui de la directrice, donc Madame Kébédé, la directrice de l'ERAGE, on a pu organiser ces phases de sélection à l'ERAGE. Et donc, on a deux finalistes, deux demoiselles d'ailleurs, qui s'affronteront donc demain lors de la finale. Ce sera à la salle Marcel Marceau au Neudorf. À côté du lycée Jean Monnet. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est une soirée qui est ouverte à tout le monde et donc on espère attendre beaucoup de personnes. Ben voilà, donc ceux qui nous écoutent, si vous avez le temps, demain soir, vous allez voir des futurs tribuns, Exactement, c'est ça. Des jeunes, j'espère qu'ils seront des futurs leaders, en tout cas. En tout cas, ils donneront de l'espoir et de l'avenir. En tout cas, si vous avez le temps, vous pouvez participer donc à cette soirée d'éloquence que l'association Déclic organise, donc en partenariat avec les collèges et les RAGE. C'est ça. Voilà. Alors, je vais vous poser encore une question d'actualité. En tant qu'avocate, l'affaire Tariq Ramadan. Oui. Donc aujourd'hui, Tariq Ramadan est en détention provisoire. Il est emprisonné depuis début février. Il y a des accusations très lourdes à son égard de viol. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est sur une justice à deux vitesses ou qu'il y a quasiment une injustice à son égard aujourd'hui en France en 2018, pays des droits de l'homme? Et j'aimerais avoir votre analyse sur cette affaire entre le début, le milieu et on va dire et aujourd'hui. D'accord. Alors, concernant Tariq Ramadan, c'est un peu particulier. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance à mélanger un petit peu tout et n'importe quoi. L'affaire Tariq Ramadan, c'est quoi? C'est des plaintes qui ont été déposées pour viol, voilà. Peu importe les infractions qui lui sont reprochées, ça fait l'objet d'une instruction. Il y a des juges qui sont en charge d'instruire justement à charge et à décharge, donc de vérifier si les faits sont avérés ou non, voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement, démêler le vrai du faux, pour savoir s'il y a lieu ou non de le renvoyer devant une juridiction de jugement. Sur ce point-là, je serais incapable de me prononcer. Pourquoi? Parce que il faut tout simplement avoir accès au dossier pénal, ce que je n'ai pas. Donc, je ne peux pas me prononcer sur un dossier dont je n'ai pas connaissance du contenu. Par contre, sur son placement en détention provisoire, ça c'est tout autre chose, puisque donc lorsqu'on demande à ce qu'un mis en examen soit placé en détention provisoire, il se retrouve devant le juge des libertés de la détention. C'est ce juge-là qui prend la décision, indépendamment donc des faits qui lui sont reprochés, de le placer ou non en détention provisoire. La détention provisoire, c'est très particulier. Donc, on a des textes dans le Code de procédure pénale qui sont très clairs là-dessus. Ça doit rester l'exception. Le principe, c'est le placement sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'on va lui dire, écoutez, voilà, il y a telle instruction, vous êtes mis en examen dans le cadre de telle affaire, le temps qu'on puisse mettre tout ça au clair, vous allez rester chez vous et on vous demande de signer, on va dire 2 fois par semaine au commissariat le plus proche de chez vous. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écarté le principe pour appliquer l'exception et donc le placer en détention provisoire. Il y a des conditions à remplir pour le placement en détention provisoire d'un mis en examen. Alors, ici, le juge a estimé qu'elles étaient remplies. Moi, je pense qu'il y a matière à discussion. Pourquoi? Parce que il faut d'abord, pour placer quelqu'un en détention provisoire, c'est le cas d'une personne qui n'aurait pas de garantie de représentation. C'est-à-dire, on pourrait se dire, il serait capable de prendre la fuite. Telle année, il a été jugé, il s'est pas présenté à son audience de jugement, donc il est susceptible de ne pas se représenter devant un juge. Ici, on a Tariq Ramadan qui, dès sa première convocation, s'est présenté devant les personnes qui l'ont convoqué sans aucune difficulté. Donc, j'ai du mal à penser qu'on estime qu'ils ne remplissent pas ces conditions de représentation.
Vous avez également donc en région parisienne, sauf erreur de ma part, donc une association qui, puisque donc lui est suisse, hein, donc lui a assuré donc un hébergement, un domicile fixe et une adresse à laquelle il serait durant toute l'instruction. Le juge n'en a pas tenu compte. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on place des personnes en détention provisoire quand on estime qu'il y a un risque de faire pression sur les victimes ou sur les témoins. Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que, étant donné sa situation, il serait en mesure de faire ce genre de choses, surtout que on a des plaintes qui ont été déposées. Donc, si on a sorti son contrôle judiciaire d'obligations telles que une interdiction d'entrer en contact avec telle victime ou tel témoin, je pense que ça ne poserait pas de problème. Et au moindre manquement, à ce moment-là, il pourrait être placé en détention provisoire. Et voilà, donc c'est des conditions qui, à mon sens, donc n'étaient pas remplies pour justifier son placement en détention provisoire. Et on a la dernière qui est éviter le renouvellement de l'infraction, c'est-à-dire éviter que il renouvelle potentiellement cette infraction qu'il aurait prétendument commis. Donc là aussi, on a des plaintes qui font référence à des faits qui sont assez anciens. Je ne pense pas que, voilà, même si on les considère comme avérés, il sera en position de réitérer de tels faits. Donc, juridiquement parlant, j'estime que les conditions de placement en détention provisoire ne sont pas réunies. Et si on ajoute à cela son état de santé, parce que je rappelle qu'il a quand même été hospitalisé alors qu'il se trouvait en détention provisoire, c'est bien que son état de santé, il a l'air manifestement incompatible avec un tel placement. Je pense qu'un contrôle judiciaire assorti d'obligations assez strictes aurait été amplement suffisant pour éviter qu'il soit placé en détention provisoire. Donc je pense que le concernant, l'effet médiatique, hein, c'est incontournable. Et puis peut-être de la part du magistrat qui a rendu cette décision, une crainte peut-être qu'il aille se réfugier en Suisse, l'a poussé à prendre cette décision qui me paraît pas justifiée. C'est-à-dire que vous avez très bien décortiqué, je veux dire, la décision du juge des libertés concernant sa mise en examen, concernant sa détention provisoire. Mais au-delà de ça, moi j'ai 38 ans, pour moi Tariq Ramadan, il a véhiculé pour toute une jeunesse musulmane en France un modèle. Bien sûr. Et vous ne pensez pas que la manière dont il est attaqué médiatiquement, politiquement, quelque part ce modèle, on est en train de le détruire. C'est-à-dire qu'on est en train de le détruire d'une manière volontaire. Au-delà des faits. Oui. Si les faits sont prouvés, qu'ils soient condamnés, comme tout à chacun. Mais déjà, dès le début de l'enquête, c'est-à-dire qu'il y a, on dirait, une justice à double vitesse. Il y a d'autres mises en examen en France. On en parle dans l'actualité aujourd'hui politique dans la presse. Il y a des ministres, alors qu'il n'y a pas pour eux une détention provisoire. Mais quand il s'agit de Tariq Ramadan, peut-être que le fait qu'il a développé cet islam un peu proteste, d'accord, avec un regard systématiquement autocritique à l'égard de la société française, je pense qu'aujourd'hui, il en est une victime. Alors, ça, j'ai envie de dire, c'est pas exclu, mais en même temps, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est exactement le cas ou pas. De toutes les façons, effectivement, quand on place quelqu'un en détention provisoire, même s'il n'a pas encore été jugé, on a forcément une image de lui où il est coupable, il a forcément commis certaines choses, et même si, admettons, il n'a pas violé ses femmes, on va dire, ah bah oui, il a commis l'adultère. Donc, par rapport aux conférences qu'il donnait, où justement, il expliquait qu'il fallait pas commettre l'adultère, qu'il prônait des valeurs saines, les valeurs de l'islam, hein. On se dit, il y a une incohérence entre le message qu'il véhiculait et le fait que lui se retrouve mêlé dans cette affaire. J'ai envie de dire, là, c'est l'erreur des gens, leur façon de penser. Il faut dissocier la personne en elle-même qui donne une conférence ou qui tient des propos, qui explique des propos, de ce qu'il fait dans sa vie au quotidien. Sauf erreur de ma part, je pense que Tariq Ramadan avait lui-même
évoqué dans l'une de ses conférences, je ne sais plus laquelle, le fait que lui-même n'était pas parfait, et tout le monde le sait. Alors, je pense que on peut pas lui demander, avant chaque conférence, de venir et d'expliquer tous les péchés qu'il avait commis juste avant de venir. Il a sa vie privée, il a peut-être commis des erreurs, comme on en a tous déjà fait et on en fera sûrement encore. Et c'est totalement à dissocier des conférences qu'il donnait. Pour ma part, j'estime que tout ce qu'il disait était pertinent dans ses conférences. Et j'ai moi-même eu j'ai reçu un client à mon cabinet il y a 2 jours, qui n'est pas musulman et qui me dit: moi, je crois pas trop à cette histoire, tout qui tombe d'un coup comme ça. Et puis je les ai vues, ces femmes, mais je crois pas trop à ce qu'elles disent. Et j'apprécie beaucoup l'intellectuel. Donc, ce qu'il disait, pour ma part, voilà, je pense qu'il ne faut pas l'associer aux faits qui lui sont reprochés. Après, est-ce qu'il y a une volonté peut-être de le détruire? C'est peut-être pas exclu, mais en tout cas, je ne peux pas l'affirmer. D'accord. En tout cas, merci pour vos analyses. Je vous en prie. On vous remercie de votre présence. Et avant de terminer, on organise un festival d'Anatolie le 5-6 mai prochain dans un parc d'activités à Belfort. Et donc vous êtes tous la bienvenue. C'est vraiment un grand festival d'Anatolie. Il y a la ville de Yozgat dont le préfet sera également présent. Donc il y aura les derviches tourneurs. Tout ce qui est en rapport avec l'art, les plats culinaires de la Turquie et de l'Anatolie seront présents lors de ce festival. Il y a énormément de stands. Ça sera un très très grand festival. Donc je dirais même du Grand Est, peut-être même de France. Donc vous êtes tous la bienvenue, ceux qui nous écoutent sur leurs écrans, sur leurs tablettes ou sur leurs ordinateurs. Si vous avez l'occasion d'y aller le 5-6 mai à Belfort, n'hésitez pas. Et nous terminons cette émission. On vous remercie de votre présence. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et c'est nous qui vous remercions. Et n'oubliez pas d'être présent donc, le 5-6 mai à Belfort. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.